Le mont Rainier est l'un des stratovolcans les plus dangereux d'Amérique du Nord. Son sommet, couvert de glace, qui culmine à 14 411 pieds, attire chaque année des milliers d'alpinistes. Mais cette montagne n'est pas seulement un défi pour les casse-cous, elle recèle des pièges mortels, d'immenses glaciers couverts d'un réseau de crevasses invisibles, des chutes de pierres et des changements météorologiques soudains. Les difficultés de l'alpinisme sur glacier ne peuvent être surestimées. Chaque pas peut être fatal, car la surface de la neige cache l'inconnu. Fissures, avalanches et ponts de neige instables. C'est dans ces conditions que s'est déroulée une véritable lutte pour la survie que nous allons vous raconter aujourd'hui. Il s'agit d'une histoire d'amitié, de volonté et d'une lutte incroyable avec la nature qui place l'homme à la limite du possible. Aujourd'hui, vous apprendrez ce qui est arrivé à deux alpinistes partis à la conquête du mont Rainier et comment une mauvaise manœuvre a changé leur vie à jamais. Juin 1992, Parc national du mont Rainier dans l'État de Washington. L'étendue de ce parc va des forêts denses de conifères aux glaciers qui recouvrent le flanc du mont Rainier, l'une des plus hautes montagnes d'Amérique du Nord. À plus de 14 000 pieds, son sommet s'élève, entouré d'immenses champs de glace qui cachent de profondes crevasses. Les étés sur Rainier peuvent être trompeurs. Pendant la journée, le soleil fait fondre la neige, la transformant en une masse meuble, mais la nuit, la température descend en dessous du point de congélation, ce qui a pour effet de geler tout ce qui se trouve autour en une croûte glacée. Pour les alpinistes qui choisissent cette période de l'année, les crevasses cachées dans les glaciers, qui ne sont recouvertes que d'une fine couche de neige, constituent une menace particulière. Cet endroit attire les grimpeurs expérimentés à la recherche d'itinéraires difficiles. L'un d'entre eux est Liberty Ridge, une voie raide et technique menant au sommet, connue pour ses glaciers et ses pentes abruptes. Cet été-là, deux alpinistes, Jim Davidson et Mike Price, entament l'ascension du mont Rainier. Jim, un alpiniste amateur de 29 ans originaire du Massachusetts, n'a commencé à s'intéresser sérieusement à l'escalade que quelques années auparavant. Son expérience est limitée, mais sa passion pour la montagne le pousse à maîtriser des voies de plus en plus difficiles. Son partenaire Mike Price est beaucoup plus expérimenté. Avec 14 ans d'expérience en escalade, il avait travaillé comme instructeur pour Colorado Outward Bound et participé à des opérations de recherche et de sauvetage en Antarctique. C'est Mike qui est devenu le mentor et l'inspiration de Jim. Il planifie une ascension du Rainier en 4 jours. L'objectif était ambitieux, emprunter la voie Liberty Ridge et descendre par la voie la plus facile, le glacier Emmons. Jim et Mike savaient que l'ascension du mont Rainier par la voie Liberty Ridge serait un véritable défi. Cette étroite crête recouverte de neige et de glace était réputée pour ses pentes abruptes et ses glaciers cachant de dangereuses crevasses. Avant de partir, ils se sont enregistrés au poste de garde forestier, comme le font tous les alpinistes, en indiquant leur itinéraire et leur date de retour. Les gardes leur ont rappelé la principale menace de la saison, les minces ponts de neige qui peuvent s'effondrer sous le poids d'une personne. Ils ont choisi un équipement minimal pour faciliter l'ascension. Piolets, cordes, quelques broches à glace et des sacs de couchage légers. Mike a insisté pour que les outils d'urgence soient toujours à portée de main. Si vous tombez dans une crevasse, vous n'aurez pas le temps de chercher des vis dans votre sac à dos, dit-il en attachant le matériel à sa ceinture. Pour Mike, ce n'était qu'une ascension de plus sur sa longue liste d'exploits. Mais pour Jim, Liberty Ridge était le véritable défi. Après s'être entraîné dans le Colorado, il voulait se prouver qu'il était prêt pour de telles voies. Tôt dans la matinée du 18 juin, ils ont commencé l'ascension. L'air était froid et la neige était dure, ce qui rendait la première partie de l'itinéraire plus facile. « Prêt ?» demande Mike. « J'attends ce moment depuis des années », répond Jim. Chaque pas les rapproche du sommet, mais aussi d'une épreuve qui changera leur vie à jamais. Le 18 juin au matin, Jim et Mike entament l'ascension du mont Rainier par la voie Liberty Ridge. Les premières heures du voyage se déroulent sans incident. Ils remontèrent la pente, vérifiant la neige à l'aide de piolets pour éviter de heurter une crevasse cachée. La neige était ferme après le gel de la nuit, ce qui facilitait l'ascension. À midi, ils ont atteint la partie inférieure de l'arête. Ici, la neige devient plus molle, surtout aux endroits où le soleil a déjà réchauffé la surface. Jim et Mike enfoncent des vis à glace en guise d'assurance et avancent prudemment en surveillant l'état de la chaussée. Ils savent que la moindre erreur peut coûter la vie. Le soir venu, ils installent leur campement sur un petit replat qu'ils débarrassent de la neige folle. S'abritant dans leur sac de couchage, ils tentent de reprendre des forces pour le lendemain, où une partie plus difficile les attend.
Le 19 juin, à l'aube, les alpinistes poursuivent leur ascension. Cette journée est une véritable épreuve. La pente est de plus en plus raide et chaque pas demande une concentration maximale. Ils ont utilisé des piolets et des crampons pour rester sur les parois de glace abruptes et ont mis en place des points de sécurité tous les quelques mètres. Jim a ouvert la voie sur un tronçon, apprenant à se servir de la corde sous la direction de Mike. En fin d'après-midi, ils ont atteint une altitude d'environ 13 000 pieds, où la neige devenait plus dense. C'est là qu'ils installent un second campement pour entamer le lendemain matin la poussée finale vers le sommet. Le 20 juin à l'aube, Jim et Mike ont laissé leur sac à dos et la plupart de leur matériel derrière eux, n'emportant que des piolets, une corde et un peu d'eau. Cette section était moins technique, mais il fallait tout de même être prudent en raison des vents violents. À midi, ils se trouvaient au sommet du mont Rainier, à 14 411 pieds au-dessus du niveau de la mer. Après une courte halte, ils ont entamé leur descente. Il existe une règle en alpinisme, le sommet n'est qu'à mi-chemin. Jim et Mike ont réalisé que le défi qui les attendait était tout aussi grand que l'ascension. La descente du sommet a commencé tôt dans la matinée du 21 juin. Jim et Mike ont laissé derrière eux les pentes raides de Liberty Ridge et ont atteint le glacier Emmons, d'où la descente est relativement facile. Devant eux se trouve une section connue sous le nom de corridor, un passage étroit entre des crêtes glaciaires où la surface semble plate et sûre. Cependant, ces endroits cachent souvent des crevasses couvertes par de minces ponts de neige. La neige sous les pieds se détache peu à peu sous l'effet de la lumière du soleil. Mike marchait devant, vérifiant la surface avec son piolet, et Jim suivait en essayant de garder l'équilibre. Ils suivirent les traces des autres alpinistes, persuadés que le danger était derrière eux. À un moment donné, Jim décida de vérifier une section latérale en revenant sur ses pas. Son piolet perce la couche de neige, mais la surface semble assez ferme. Il fait un pas de plus sur le côté, lorsque la neige sous lui s'effondre soudainement. Jim sentit son pied s'enfoncer, puis tout son corps tomber dans le vide. Pendant un bref instant, il essaya de s'accrocher au bord de l'échec, mais la neige était trop molle. Le nœud de la corde se resserra, mais Mike ne put retenir sa chute. La force de la traction était trop grande, et Mike lui-même perdit pied. Ils tombèrent tous les deux dans la crevasse de glace. Jim vola dans l'obscurité totale, sentant l'air froid lui brûler la peau. Son corps heurta la glace et il s'arrêta sur la surface dure. Sa tête était légèrement étourdie, mais sa conscience restait claire. En regardant autour de lui, il se rendit compte qu'il se trouvait dans une profonde crevasse et que le trou par lequel ils étaient tombés se trouvait loin au-dessus. La neige continuait de tomber d'en haut et Jim commença instinctivement à se dégager le visage avec ses mains pour ne pas suffoquer. Il se souvient des leçons de sécurité en avalanche. Créez une poche pour respirer. Après quelques mouvements, il réussit à dégager une petite zone devant lui. « Mike, tu es là ?» crie Jim. Mais il n'y a pas de réponse. Ce n'est qu'après quelques instants qu'il entendit un faible gémissement. Jim se retourna lentement et vit Mike allongé à proximité, partiellement recouvert de neige. Il enlève rapidement son sac à dos pour dégager sa poitrine et s'approche en rampant. Mike ne bouge pas. Jim commença à pelleter la neige pour dégager son visage. La respiration de Mike était faible mais régulière. Son immobilité laissait cependant supposer qu'il était gravement blessé. En regardant autour d'eux, Jim se rendit compte qu'il n'était pas au fond d'une crevasse, mais sur une étroite corniche de glace. L'obscurité s'étendait directement sous eux et il était difficile d'évaluer la profondeur de l'abîme glacé. La seule issue de secours se trouvait au sommet, un trou dans la neige à 30 mètres de profondeur. « Nous sommes en vie, mais sortir d'ici ne sera pas facile », pense Jim en regardant les parois glacées. Il sait que les secours ne viendront peut-être pas. S'il voulait survivre, il fallait agir immédiatement. Jim s'allongea sur le rebord de glace, respirant bruyamment. Son corps souffre de l'impact, mais il n'a pas de blessure grave. En regardant autour de lui, il se rend compte que Mike et lui se trouvent à environ 30 mètres sous la surface. Le rebord était étroit et couvert de glace, et la fissure s'enfonçait dans l'obscurité. Mike était allongé à proximité, partiellement recouvert de neige, le corps sans vie. Jim s'est rapidement approché et a commencé à pelleter la neige avec ses mains. Le visage de Mike était pâle, avec une teinte grisâtre qui indiquait une perte de sang importante. Sur le côté droit de sa tête, au niveau de la tempe, Jim remarqua une plaie ouverte. Le sang jaillit lentement, se mélangeant à la neige, mais son débit a déjà commencé à diminuer, ce qui pourrait être le signe d'une chute brutale de la tension artérielle. Lorsque Jim examine le corps de son ami, il constate immédiatement de graves blessures. Le pied droit de Mike était tordu à un angle anormal, sa chaussure tenant à peine en place.
Cela indique clairement une fracture ou une luxation de l'articulation du genou. Ses mains étaient raides, ses doigts commençaient à devenir bleus à cause du manque de circulation. Il se penche pour vérifier sa respiration. Elle était superficielle et intermittente, avec un sifflement caractéristique, probablement dû à une contusion de la poitrine ou à des côtes endommagées. Jim pose 2 doigts sur la carotide de son ami, essayant de ne pas paniquer. Son pouls est faible, à peine perceptible, mais il est toujours là. L'état de Mike était critique. Les blessures graves, la perte de chaleur et les éventuelles lésions internes pouvaient être fatales. Jim essaya de ramener Mike à la raison, mais il ne laissa échapper qu'un faible gémissement. Cela confirma les pires craintes. Mike ne pourrait plus bouger. Il leur était impossible de sortir tous les deux. Il comprit que la seule chance de sauver Mike était de monter à l'étage et d'appeler à l'aide. Les chances que les gardes forestiers les trouvent seuls étaient minces, voire nulles. Fixant une vis à glace dans le mur, Jim attacha une corde et assura Mike pour l'empêcher de glisser de la corniche et de s'enfoncer plus profondément dans la crevasse. Il vérifie ensuite son matériel. Il n'avait que des piolets, quelques broches à glace et une corde. « Il faut que je sorte pour que les sauveteurs arrivent », pense-t-il en regardant la glace au-dessus de lui. Malgré la fatigue et la peur, Jim comprend qu'il faut agir immédiatement. Après avoir jeté un dernier coup d'œil à Mike, il commence à remonter. Les parois de glace autour de lui étaient lisses et abruptes, formant par endroits un angle de 70 à 80 degrés. Jim savait que l'ascension serait difficile, surtout sans partenaire pour l'aider à tendre la corde. Après avoir fixé la première vis à glace, il a commencé à monter. Chaque pas exigeait de la précision, car il enfonçait ses piolets dans la paroi et les verrouillait solidement pour se hisser plus haut. Au bout de quelques minutes, ses mains commencent à s'engourdir sous l'effet du froid et ses pieds glissent sur la surface lisse. À environ 6 mètres de hauteur, il s'est arrêté pour fixer une autre vis et reprendre son souffle. Jim savait que toute chute le ramènerait sur la corniche ou l'enfoncerait encore plus dans les profondeurs de la fissure. Au fur et à mesure de son ascension, Jim rencontre de plus en plus de difficultés. La glace devenait plus dure et chaque coup de piolet demandait plus d'efforts. De plus, son corps se fatiguait rapidement. Il savait qu'il devait économiser ses forces. Le chemin était long et il n'avait pas le droit à l'erreur. À environ 15 mètres, Jim s'est rendu compte qu'il n'avait plus de broches à glace. Cela signifiait que pour continuer sa progression, il devait redescendre pour enlever les hélices de l'engin de Mike et remonter ensuite. Cette décision augmentait le risque, mais il n'y avait pas d'autre choix. À chaque descente, Jim essaie de rester concentré malgré la fatigue. En atteignant le sommet de la fissure, Jim fait face au dernier obstacle, une corniche de glace en surplomb. Le trou par lequel ils étaient retombés était tout proche, mais la corniche en bloquait complètement l'accès. Il était impossible de remonter directement, et chaque mouvement nécessitait une approche réfléchie. Jim a fixé la vis à glace en biais pour créer un point d'appui sûr, et a utilisé un mousqueton pour se fixer à la paroi. Il a ensuite commencé à retirer le piolet avec précaution, en essayant de l'enfoncer dans la glace derrière la corniche. Cela s'est avéré plus difficile que prévu. La surface était lisse et l'impact du piolet a glissé plusieurs fois, délogeant de petits éclats de glace. Ses bras tremblent de fatigue et ses muscles commencent à résister, lui rappelant les heures d'escalade. Mais il savait qu'il était impossible de s'arrêter ici, la glace ne pardonne pas les erreurs. Il trouva une fissure à peine visible dans la surface et y enfonça son piolet avec précision. À la force de son épaule, il se hisse en déplaçant le poids de son corps vers le point d'ancrage. À ce moment-là, ses pieds ont commencé à glisser sur la glace lisse. Jim a instinctivement enfoncé le second piolet dans la glace, sécurisant ainsi sa position. Il se rendit compte qu'il devait maintenant agir plus vite. Le mur de glace restait stable, mais chaque mouvement augmentait la charge sur la vis fixe. Avec précaution, pas à pas, il déplace son corps jusqu'à ce que sa main atteigne le bord supérieur de la corniche. Ayant du mal à trouver un point d'appui, Jim se hisse vers le haut. Sa tête sortit de la fissure et il sentit l'air glacial lui brûler le visage. Il se figea un instant, réalisant qu'il avait échappé à la captivité de la glace. En regardant autour de lui, Jim vit un champ de neige sans fin tout autour de lui. Il sortit son corps du trou et tomba dans la neige, s'allongeant à la surface, épuisé mais vivant. Ses bras restaient tendus et sa respiration était lourde, mais un sentiment de soulagement lui fit relever la tête. Le salut était encore loin, il lui faudrait chercher de l'aide. Mais il savait maintenant une chose, il avait réussi à franchir le mur de glace qui aurait pu être sa tombe. Une fois à la surface, Jim se mit péniblement debout. Il se tint au bord de la crevasse, poussé par le vent glacial, et regarda autour de lui.
Le champ de neige était désert, sans aucun signe de vie. Jim réalisa qu'il était trop loin de la piste principale pour que quelqu'un puisse le repérer. Chaque minute de retard pouvait lui faire perdre une chance de sauver Mike. Jim commença à marcher le long du glacier en criant aussi fort qu'il le pouvait. Sa voix était rauque et se répercutait sur les parois de la glace. Ses forces l'abandonnèrent rapidement, mais il ne s'arrêta pas, réduisant pas à pas la distance qui le séparait de la route principale. Au bout de 2 heures environ, un groupe d'alpinistes descendant de l'autre côté du glacier l'entendit. Lorsqu'ils virent la silhouette solitaire s'approcher lentement, ils comprirent que quelque chose n'allait pas. Jim s'approcha d'eux en titubant et, haletant, leur raconta ce qui s'était passé. « Mon partenaire, Mike, il est dans une crevasse à environ 30 mètres de profondeur. Il est gravement blessé, je n'ai pas pu l'en sortir. Nous avons besoin d'aide. » L'un des alpinistes est immédiatement descendu pour signaler l'incident aux gardes forestiers par l'intermédiaire de la station radio la plus proche. Pendant ce temps, d'autres ont aidé Jim à rejoindre un camp temporaire sur le glacier. Les gardes organisent une opération de sauvetage aussi rapidement que possible. Quelques heures plus tard, ils arrivent sur les lieux avec un minimum d'équipement pour une première inspection. Jim leur montre l'endroit où Mike et lui sont tombés et leur explique qu'ils se trouvent sur une corniche au fond de la crevasse. Les sauveteurs font descendre l'un des membres de l'équipe sur une corde pour examiner Mike. Lorsqu'il atteint la corniche, il est évident que Mike est décédé. Son corps est resté solidement attaché à une vis à glace installée par Jim. Les Rangers décident de laisser le corps en place jusqu'au matin, car l'opération de récupération nécessite plus d'hommes et de matériel. Ils assurèrent à Jim que Mike serait récupéré dès que possible et l'escortèrent le long du glacier jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Le matin du 22 juin 1992, l'opération de sauvetage reprend. Les premiers rangers arrivent à la crevasse à 7h30 et commencent à préparer la récupération du corps de Mike. Compte tenu de la complexité de la tâche, le commandant de l'opération demande un hélicoptère et une équipe de sauvetage supplémentaires. Vers 9h, un hélicoptère de sauvetage provenant d'une base de secours voisine est arrivé sur le glacier. À bord se trouvaient 4 sauveteurs supplémentaires et du matériel. Système de blocage, cordes, vis à glace supplémentaires et aide à la stabilisation. Au total, l'équipe sur place comptait 8 personnes, dont 2 spécialistes du rappel en crevasse. Au bout d'une demi-heure, les sauveteurs ont commencé à mettre en place le système de sécurité en utilisant des points d'ancrage sur la glace autour de la crevasse. L'opération de sauvetage a été dirigée par John Hamilton, alpiniste et sauveteur expérimenté, connu pour son travail dans des opérations similaires. Hamilton est descendu à l'intérieur de la crevasse vers 10h du matin à l'aide d'un harnais de sécurité. À l'intérieur, il a trouvé le corps de Mike attaché à une vis à glace installée par Jim. Malgré l'instabilité des parois, l'équipe a travaillé avec une extrême prudence pour éviter l'effondrement. Le levage du corps a commencé à 10h45. À l'aide d'un système complexe de blocs, les sauveteurs ont lentement soulevé le corps de Mike de la corniche jusqu'à la surface. L'opération a duré plus d'1 heure, les parois glacées exigeant une résistance constante. Vers midi, le corps est retiré de la crevasse. À 12h30, un hélicoptère a transporté le corps de Mike à la station des gardes forestiers, où il a été remis aux représentants de la famille. De retour au Colorado, Jim Davidson doit faire face aux graves répercussions de cette expérience. La culpabilité de la mort de Mike l'a longtemps hanté. Il se remémore souvent les événements de cette époque, se demandant s'il aurait pu faire plus pour sauver son ami. Avec le temps, Jim a trouvé un moyen de gérer ses émotions. Il s'est rendu compte qu'il était de son devoir de ne pas laisser cette tragédie disparaître sans laisser de traces, mais d'en faire une leçon pour les autres. Avec le journaliste Kevin Vaughn, il a écrit un livre intitulé « The Ledge, An Adventure Story of Friendship and Survival », La Corniche, une histoire d'amitié et de survie, qui relate la tragédie du mont Rainier. Ce livre n'est pas seulement un récit de la lutte pour la vie, mais une exploration de la valeur de l'amitié, de la force de l'esprit humain et de l'importance de la préparation dans des conditions extrêmes. Il a trouvé un écho auprès des alpinistes, des sauveteurs et de tous ceux qui cherchent à s'inspirer des histoires de dépassement. J'ai réalisé que le meilleur moyen d'honorer la mémoire de Mike et son courage était d'en perpétuer le souvenir. Si mon histoire peut sauver ne serait-ce qu'une vie ou permettre à quelqu'un de mieux se préparer, alors tout cela n'aura pas été vain, a écrit Jim. Aujourd'hui, l'histoire de Jim Davidson reste un exemple éclatant de la force de la volonté humaine et une leçon pour tous ceux qui affrontent les rigueurs de la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
L'histoire de Jim Davidson est un exemple incroyable de volonté humaine, de force d'âme et de véritable amitié. Écrivez ce que vous pensez de cette histoire. Que feriez-vous si vous étiez dans une situation similaire ? Pourriez-vous trouver la force de vous battre jusqu'au bout, même s'il ne vous reste presque plus aucune chance ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Votre avis nous intéressera. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. Cela permet aux algorithmes de YouTube de recommander notre vidéo à d'autres personnes qui sont également à la recherche d'inspiration et d'histoires passionnantes. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres histoires passionnantes de courage et de survie. Rendez-vous dans les prochains épisodes.